On s'est tous déjà demandé non seulement comment les objets bougent, mais surtout pourquoi. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les principes fondamentaux, les règles du jeu, qui gouvernent absolument tout ce qui bouge autour de nous. Allez, petite énigme pour commencer. Imaginez un truc tout simple. On est dans un train qui avance et là, on lâche une balle. D'après vous, elle tombe comment? Quel chemin elle prend? Eh bien, la réponse, elle n'est pas si simple. En fait, ça dépend complètement de qui regarde la scène. C'est ça qui est fou. Il n'y a pas une seule bonne réponse. Il y en a deux. Et les deux sont parfaitement valables. Tout est une question de perspective. Alors, pour résoudre ce casse-tête, la première chose à faire, c'est de se mettre d'accord. Il nous faut un point de vue commun, un cadre de référence fixe pour que tout le monde observe la même chose de la même manière. Et ce cadre, en physique, ça a un nom, un référentiel. C'est vraiment le point de départ de toute mesure. Sans un référentiel clair, c'est le bazar. Chaque observateur va décrire le mouvement à sa façon et on finit par ne plus rien y comprendre. Et voilà, ça illustre parfaitement le truc. Pour la personne dans le train, la balle tombe tout droit, verticalement. Simple. Mais pour quelqu'un qui est sur le quai et qui regarde le train passer, cette même balle, elle trace une courbe. Et le plus dingue, c'est que les deux ont raison, chacun dans son propre référentiel. Du coup, pour que les scientifiques du monde entier puissent se comprendre sans s'arracher les cheveux, il leur faut une sorte de boîte à outils universelle, un langage commun qui marche partout, peu importe le référentiel. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte à outils? À la base de cette boîte à outils, il y a trois choses fondamentales, trois piliers. La longueur, la masse et le temps. Et pour être sûr que tout le monde parle de la même chose, on utilise le système international, le fameux SI. Comme ça, 1 mètre, c'est 1 mètre, que ce soit à Paris ou à Tokyo. Pareil pour le kilo et la seconde. Ok, donc on a les mots de base. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi une grammaire pour construire des phrases qui tiennent la route. En physique, cette grammaire, ça s'appelle l'analyse dimensionnelle. C'est une astuce super puissante pour vérifier que nos équations ont bien un sens physique. Franchement, l'analyse dimensionnelle, c'est un détecteur d'erreurs génial. Si les unités de chaque côté de l'équation ne correspondent pas, c'est comme essayer de dire que des mètres sont égaux à des secondes. L'équation est fausse, point final. Par contre, si ça colle, comme quand on compare deux types d'énergie, là on se dit qu'on est sur la bonne voie. Bon, maintenant qu'on a notre boîte à outils et notre grammaire, on peut enfin commencer à décrire précisément comment les objets bougent. Et pour faire ça bien, on va utiliser un outil mathématique qui est juste indispensable, le vecteur. Alors on commence avec le vecteur position. C'est simple, il faut l'imaginer comme une flèche qui part de notre point de départ, qu'on appelle l'origine, et qui pointe directement sur l'objet. En gros, c'est l'adresse exacte de l'objet dans l'espace à un moment t. Après la position, il y a le vecteur vitesse. Lui, il nous dit non seulement à quelle vitesse l'objet se déplace, mais surtout dans quelle direction. Et ça, c'est toute la différence. La vitesse qu'on lit sur un compteur de voiture, c'est juste un chiffre. Le vecteur vitesse, lui, il précise aussi si on va vers le nord, le sud, si on monte ou si on descend. Mais le concept qui est vraiment clé, c'est l'accélération. Dans la vie de tous les jours, on pense qu'accélérer, c'est juste appuyer sur le champignon. Mais en physique, c'est beaucoup plus subtil. En fait, c'est n'importe quel changement du vecteur vitesse. Ça peut être un changement de rapidité, oui, mais aussi un simple changement de direction, ou les deux en même temps. Tenez, un exemple parfait pour comprendre ça. Une voiture sur un rond-point, même si son compteur affiche un 50 km/h constant, elle est en train d'accélérer en permanence. Comment c'est possible? Simplement parce que sa direction change à chaque instant. Et si la direction change, le vecteur vitesse change. Et donc, il y a une accélération. C'est la définition même. Ok, donc là, on sait décrire le mouvement de façon super précise. Mais la question à 1 million reste, qu'est-ce qui cause ce mouvement? Qu'est-ce qui le fait changer? Et c'est là qu'arrive le génie absolu d'Isaac Newton et son idée qui a tout changé, les forces. Au cœur de sa pensée, il y a sa fameuse deuxième loi. C'est elle qui fait le lien entre la cause et l'effet. Elle nous dit que la force totale appliquée à un objet est égale à sa masse multipliée par son accélération. Autrement dit, pas de force, pas de changement de mouvement. C'est aussi simple que ça. Et puis, il y a sa troisième loi, le fameux principe d'action-réaction. Elle est tout aussi importante. Ce qu'elle dit, c'est que les forces vont toujours par deux. Si la Terre attire la pomme vers le bas, eh bien la pomme attire aussi la Terre vers le haut, avec une force qui est exactement la même, mais dans le sens opposé. C'est une sorte de danse universelle et ça marche pour tout, des planètes aux particules. Allez, maintenant, on assemble toutes les pièces du puzzle. On va voir comment toute notre boîte à outils, des référentiels jusqu'aux lois de Newton, nous permet de décortiquer et même de prédire ce qui se passe dans une situation bien réelle.
Prenons un exemple concret, une voiture qui prend un virage sur une route bien plate. On sent bien qu'il y a quelque chose qui la retient, qui l'empêche de filer tout droit dans le décor. Mais c'est quoi cette force invisible qui la fait tourner? Alors, si on regarde de plus près, il y a 3 forces principales en jeu. D'abord, le poids de la voiture qui la tire vers le sol. Ensuite, la route qui la pousse vers le haut, ça c'est la force normale. Ces deux-là, elles s'équilibrent, elles s'annulent. La vraie star du spectacle, la force qui fait tout le travail pour tourner, c'est le frottement statique. C'est l'adhérence entre les pneus et le bitume. C'est cette force de frottement qui joue le rôle de guide. Elle tire constamment la voiture vers l'intérieur du virage. Une force qui pointe comme ça vers le centre, on appelle ça une force centripète. Et c'est justement cette force qui crée l'accélération dont on parlait tout à l'heure, celle qui fait que la voiture change de direction et suit la courbe de la route. Et là, c'est le moment un peu magique de la physique. On prend la deuxième loi de Newton, on y met tous nos ingrédients, la force, la masse, l'accélération, le frottement, et tout ça se combine pour nous donner une seule équation, super élégante. Et cette équation, elle nous donne pile poil la vitesse maximale à laquelle la voiture peut passer ce virage sans partir en tête à queue. Ce que la mécanique de Newton nous montre, en final, c'est une vision de l'univers qui est presque prévisible. Si on connaissait la position, la vitesse et toutes les forces pour chaque particule de l'univers, on pourrait, en théorie, prédire l'avenir. Et ça nous laisse avec une question vertigineuse. Notre univers est-il vraiment réglé comme une horloge? Ou est-ce que ces lois magnifiques ont leurs propres limites, des choses qu'elles ne pourront jamais nous dire?